Salut tout le monde, bienvenue dans cette vidéo commentaire, cette vidéo annexe à la critique de Jurassic Park 3. Alors merci de regarder la vidéo au complet avant de commenter. Il est possible que je parle de certaines choses que je n'explique pas sur le moment, mais que j'explique un petit peu plus tard. Voilà, donc merci à tous pour vos participations pour la vidéo, ainsi que vos encouragements dans les commentaires, ça fait plaisir. Et évidemment, bienvenue aux nouveaux, vous êtes plus de 7900 sur la chaîne, donc bienvenue et merci à vous de me suivre. Certains de vos commentaires ne seront pas traités pour la simple et bonne raison qu'il vous faudra attendre un prochain épisode. Pour rappel, c'est un épisode par mois, ça peut être entre le 1er ou le 30-31 du mois, il n'y a pas de date fixe dans le mois. Il y aura également d'autres vidéos qui sortiront cette année en dehors de la critique de Jurassic Park 3. Pour d'autres commentaires que j'ai reçus, je répondrai directement à ces commentaires dans les commentaires de la vidéo de l'épisode 5, là où ils ont été postés, parce qu'ils ne nécessitent pas plus d'une phrase de réponse, donc voilà, je vais me concentrer sur celles qui méritent vraiment un gros développement. Alors je tiens à vous prévenir aussi qu'il y aura que très peu d'humour dans la vidéo. Je vais peut-être vous paraître un petit peu sec par moment aussi, peut-être un petit peu, voilà, comme ça, agressif, mais vous inquiétez pas, j'ai pris les cachets. Théoriquement, ça devrait le faire. Alors, pour commencer gentiment, et là, je vais me faire des amis, toutes les théories liées ou issues directement de l'influence de Jurassic World ne doivent en aucun cas justifier les incohérences, ne serait-ce qu'une partie d'entre elles, de Jurassic Park 3, pour plusieurs raisons. Premièrement, si Jurassic World n'existait pas, et à la sortie de Jurassic Park 3, il n'était même pas en projet ni quoi que ce soit, vous n'auriez pas toutes ces infos. Deuxièmement, Jurassic World, c'est avant tout du fanservice. L'univers Jurassic Park, c'est du fanservice, mais disons que c'est vraiment Jurassic World qui a vraiment beaucoup développé ça. Jurassic World, c'est une fiction très ancrée dans notre réalité, pour la rendre au plus réel que possible, et ça franchement c'est du très bon marketing, honnêtement j'adore ce genre de choses, mais quitte à inventer n'importe quoi et à justifier les petites incohérences de montage ou des trucs comme ça pour les opus précédents, je trouve ça un peu pathétique. Et troisièmement, Jurassic Park 3 n'a pas été écrit dans le but de faire le prélude de Jurassic World, en aucun cas ça a été prévu. Au mieux, ce qui a été envisagé après la sortie de Jurassic Park 3, c'est un Jurassic Park 4, qui s'appelait Extinction. Donc les hybrides à l'Indominus Rex, Indoraptor et compagnie et j'en passe, ça n'a jamais été prévu au programme. C'est Jurassic World qui a vraiment amené ça. Et c'est pour ça que je distingue Jurassic Park de Jurassic World, c'est parce que oui, dans Jurassic Park, les dinosaures sont tous des hybrides, mais dans Jurassic World, les hybrides, ce sont des mélanges de dinosaures, de plusieurs dinosaures. Et c'est vraiment la marque de fabrique de Jurassic World. Donc du coup, l'argument du Spinosaure, premier hybride de Jurassic World, n'est pas valide à mes yeux. J'ai vécu la sortie de Jurassic Park 3 en 2001, j'avais 11 ans à ce moment-là, et j'ai surtout vécu l'entre-deux, après la sortie de Jurassic Park 3 et avant l'annonce de Jurassic World. Il y a eu un énorme gap entre les deux, et j'ai vécu toutes ces choses-là. Et en aucun cas, j'ai vu des choses comme le Spinosaure est un hybride, mélange de plusieurs dinosaures pour faire une arme. Jamais j'ai vu ce genre de choses. Ni de d'autres théories qu'on va voir d'ailleurs. Et avant de commencer les différents thèmes des commentaires que j'ai pu avoir, le script officiel de Jurassic Park 3 a été mis en ligne. Je vous mettrai le lien évidemment dans la description de cette vidéo. Il est en anglais évidemment, et il y a des petits changements entre le script et puis le film lui-même, vous vous en doutez. Merci au passage à FL Reptile de m'avoir fourni le lien. Merci beaucoup. Sur ce, on va pouvoir commencer. Le T-Rex n'est pas un dieu, une icône, une figure parentale, ni un héros. Alors, le T-Rex, que vous le vouliez ou non, c'est l'icône principale de la saga, c'est une figure parentale, et c'est un héros. Pourquoi un héros? Dans Jurassic Park le premier, il sauve les humains des vélociraptors dans la scène finale. D'ailleurs, ça fait très badass comme scène, et scénaristiquement, on se demande pourquoi il est là, comment il a fait pour entrer dans le bâtiment, pourquoi il est vraiment là, quoi. Mais quoi? Pourquoi? Et sur ce, je répondrai, scénario, c'est tout. Mais en tout cas, le T-Rex sauve les humains d'une fin certaine, et c'est comme ça qu'on reconnaît les héros. Il sauve des gens, volontairement ou involontairement d'ailleurs. Même si l'intention de base du T-Rex n'était pas de sauver les humains, il l'a quand même fait. Donc, aux yeux du public, le T-Rex est présenté comme le grand méchant de l'histoire, mais un héros tout de même. Ça ne vous rappelle pas un autre personnage d'une autre saga tout aussi mythique que Jurassic Park? Eh ouais, Dark Vador! Dark Vador est le grand méchant de l'histoire, mais c'est pourtant un héros à la fin. Une figure parentale. Dans Le Monde Perdu, on nous présente le T-Rex comme un bon parent qui sait s'occuper de sa progéniture. Et là, c'est tout à fait nouveau, effectivement. Ils sauvent leurs petits des braconniers. Encore une fois, voilà des héros.
Et peu importe combien de personnes se mettent au travers de leur route, peu importe l'environnement dans lequel ils sont, même s'il est inconnu, la seule chose qui compte, c'est les liens du sang, leurs petits. Et je pense que n'importe quel parent réagirait de cette façon. Et en plus, les parents ne sont-ils pas des héros aux yeux de leurs enfants? Évidemment, c'est une généralité, forcément qu'il y a des exceptions. D'ailleurs, parlons également de plusieurs études psychologiques qui ont été réalisées. Beaucoup de psychologues se sont penchés sur la question de pourquoi les enfants aiment tant que ça les dinosaures. Et certains d'entre eux ont conclu que les dinosaures étaient la manifestation bestiale de leurs parents. Ils sont grands, magnifiques, uniques, ils sont aussi cruels et méchants. Mais ça n'empêche pas les enfants d'aimer leurs parents. Et au bout d'un moment, les enfants s'en lassent. Ça arrive peu de temps avant l'adolescence, où les parents sont moins présents dans la vie de l'enfant parce qu'il est un peu plus indépendant, il sait plus se débrouiller tout seul, ou parce que l'enfant commence à explorer d'autres univers, que les hormones arrivent, tout ça. Encore une fois, il s'agit d'une généralité. Il y a des exceptions où la passion des dinosaures reste jusqu'à l'âge adulte. Pourquoi vous me regardez comme ça? L'icône principale de la saga. Et oui, pour Jurassic Park, ce qui a été choisi comme logo de base, ce n'est pas le Vélociraptor, ce n'est pas le Brachiosaure, ce n'est pas le Triceratops, ce n'est pas le Dilophosaure ni le Gallimimus, c'est bien le T-Rex. C'est donc devenu l'emblème de la saga. Alors ce n'est pas une divinité pour autant, mais cette icône reste quand même intouchable. Car pour le public, il représente beaucoup de choses en plus d'une iconisation. Du coup, oui, c'est une très mauvaise idée de le tuer dans un film de la même franchise. La plupart des gens y voient comme une agression, un non-respect de ce qui a été instauré précédemment. Maintenant, je vais complètement enculer la logique chronologique de Star Wars, mais imaginez 5 secondes si Dark Vador avait été tué et remplacé par le Comte Dooku dans le Retour du Jedi. Ça aurait eu exactement le même effet. Vous avez instauré des choses avec Dark Vador, tout ça pour le tuer et le remplacer par un autre personnage qui est tout aussi bien, je dis pas le contraire, mais vous le remplacez quand même et finalement, les fans l'auraient tout aussi mal pris aussi. Alors ce qui est marrant, c'est qu'avec Jurassic World, et j'ai l'impression que pour ça le film se moque de lui-même, dans Jurassic World, le logo de base a été réutilisé. Pourquoi? C'est vrai, Claire parle à Loeri de son t-shirt comme quoi c'est de mauvais goût parce qu'il y a eu des morts et compagnie. Mais alors pourquoi réutiliser le même logo? C'est pas en changeant Park en Word que les choses vont être oubliées, que le public va oublier ce qui s'est passé. Parce que le T-Rex est l'icône de la saga, la figure principale chez les dinosaures et le dinosaure que tout le monde connaît. Et pour le film extérieur au scénario, l'Indominus Rex aurait pu être choisi, mais ils ont gardé le T-Rex pour ces mêmes raisons, en plus de la raison du marketing, évidemment. Donc que vous le vouliez ou non, le T-Rex est plus qu'un dinosaure. Il représente beaucoup de choses pour le public, pour l'histoire, pour la franchise, c'est un symbole. Donc tuer le T-Rex dans un film de la franchise, c'est assassiner par la même cette franchise et aller à l'encontre de la mentalité de Jurassic Park. Je m'explique, Jurassic Park c'est du fanservice, je vous l'ai dit, bien que c'est surtout Jurassic World qui a développé ça, mais tuer le T-Rex, la star principale du film, c'est faire de l'anti-fanservice. Si le T-Rex avait gagné face au Spino, tu n'aurais rien dit. Eh bien si. À quoi bon instaurer un nouveau carnivore super badass pour le pouvoir tuer face au tyrannosaure? Et c'est d'ailleurs bien regrettable que Jurassic World ait trop développé cet aspect un peu héroïque du T-Rex. Le Spinosaure, encore une fois, je le redis, c'est une très bonne idée à la base. Et ça fait du bien de voir un autre dinosaure que le T-Rex en star principale du film. Mais tuer le T-Rex dans un film de la franchise Jurassic Park, c'est de l'anti-fan-service. Et pourtant, il y avait largement moyen de faire autrement. Comme je vous l'ai dit dans l'épisode 5, il suffisait d'inverser le Cératosaure et le T-Rex. Le Cératosaure est un parfait inconnu pour le public, je le redis, je suis désolé pour ceux qui aiment ce dinosaure. Non, personne n'aime ce dinosaure. Mais le Cératosaure est un inconnu. Étant tout de même un gros prédateur, techniquement, le Cératosaure n'est pas un gros prédateur, c'est un prédateur de taille moyenne. Mais bon, aux yeux du public, il n'y a pas de distinction entre taille moyenne et gros carnivore. Pour eux, c'est juste un gros carnivore, point barre. Le Cératosaure se bat contre le Spinosaure, finit par mourir face à ses mâchoires super redoutables. L'idée passait quand même. Et dans la scène des... voilà, merci. Le T-Rex arrivait, reniflait le caca et partait de peur. L'idée était maintenue. Et ça nous montre même que le T-Rex, notre star, fuit le Spinosaure. L'image iconique du T-Rex était maintenue et le Spinosaure restait le plus badass de tous les carnivores. Autre idée également, j'ai reproché au Spinosaure d'arriver trop vite dans l'histoire. Et je le reproche toujours d'ailleurs. Il n'y a aucun suspense apporté avec le Spinosaure. Dans Jurassic Park, on a peur du T-Rex à partir de sa première mention. Enfin, techniquement, c'est pas vraiment de la peur. Disons que c'est de l'excitation et de la trouille. De l'excitrouille. Et ce sentiment explose quand on voit le T-Rex pour la première fois. Et pas de bol, la première fois où on le voit, c'est quand il s'évade de l'enclos. Mais putain, là, vous avez de l'effet. Là, question scénario et question action, vous montez encore plus dedans. Le Spinosaure, quant à lui, de base, personne ne le connaît. C'est vraiment Jurassic Park 3 qui l'a fait connaître au public. Et de base, donc, personne ne le connaît, c'est un inconnu. Il surgit de la forêt, il bouffe Cooper, voilà.
Alors on est surpris, parce que bon, ça surprend quand même, un gros dinosaure qui bouffe quelqu'un, mais on reste sur sa faim. Et la scène de combat entre le T-Rex et le Spinosaure restera inégalée pendant tout le film. Non, parce que bon, ce que je reproche surtout à la scène finale avec le Spinosaure, c'est pas qu'il les retrouve une énième fois les humains, c'est surtout que la scène est complètement gâchée par les cuts avec le petit Ellie qui regarde Barney à la télévision. La scène est complètement bousillée et l'action, elle est complètement cassée, brisée. Et pour moi, la scène finale du Spinosaure, elle est merdique, elle est complètement bousillée par ça. Et là, je vous propose un autre scénario. Vous me direz ce que vous en penserez dans les commentaires. À la place du Spinosaure qui bouffe Cooper, on peut imaginer le T-Rex. Son arrivée précoce dans l'histoire nous aurait surpris. Agréablement surpris, parce que les fans sont toujours contents de voir le T-Rex. Il aurait poursuivi les humains pendant un petit moment, et puis il se serait retrouvé dans une scène avec des gros caca, puisque les scénaristes veulent absolument faire une scène avec des gros tas de merde. Bonjour la maturité. Les T-Rex sans les caca et renoncent à poursuivre les humains sur le moment. Ce qui, sur le coup, nous aurait surpris. Nous aurait dit, mais de quoi il a peur? Et genre, vers 50-60 minutes de film, on peut imaginer le T-Rex qui poursuit encore les humains. Je sais pas pour quelle raison... La raison, scénario, parce qu'il en faut un petit peu dans le film quand même. Il est coincé dans un cul-de-sac et on entend le cri du Spinosaure qui arrive. Là, plusieurs options s'offrent à nous. Option numéro A, le T-Rex se casse avant que le Spinosaure arrive. C'est pourri, mais au moins, c'est une option quand même valide. Option B, le Spinosaure et le T-Rex se font face à face, ils se gueulent un petit peu dessus pour s'intimider, et le T-Rex se barre. Pas très badass, mais au moins... ça a quand même son petit effet. Et option C, le Spinosaure arrive, il se gueule un petit peu dessus pour s'intimider, ça ne fonctionne pas, ils se battent un petit peu, mais le T-Rex finit par abandonner. Et avec ce genre de scène, mais vous montez encore plus dans l'action. Le T-Rex en soi est déjà un personnage qui nous fait énormément d'effets. Et le voir fuir devant un autre prédateur fait encore plus monter cette pression. Et la scène des gros tas de merde avant sa fuite nous aurait montré qu'il y a un autre prédateur sur l'île, un autre dinosaure, qui le fait fuir. Et on se serait demandé lequel, jusqu'à ce qu'on voit le Spinosaure pour la première fois, et là, boum! Encore un bel effet, je trouve. Bref, il y avait vraiment moyen de faire beaucoup mieux que la bouse qu'ils nous ont pondue. Est-ce que les fans n'auraient pas été plus froissés de presque pas voir le T-Rex en switchant T-Rex et Ceratosaure? Je ne pense pas. J'ai chronométré les passages, à partir du moment où vous voyez le T-Rex pour la première fois, jusqu'à la fois où vous ne le voyez plus, j'ai même compté à l'état de cadavre, ça fait 1 minute. Ouais, vraiment, 1 minute. Celle du Ceratosaure, une vingtaine de secondes. Alors c'est moins, effectivement, mais entre 1 minute et 20 secondes, l'effet reste le même. Pourquoi, selon beaucoup, le Spinosaure aurait dû perdre face au T-Rex? Question très pertinente, effectivement. Et j'en ai pas parlé dans l'épisode 2. Déjà parce que la vidéo est bien longue, déjà. Et parce que c'est difficile à savoir. Je l'ai mis en termes d'humour dans la vidéo, mais c'est exactement ça. Faire combattre 2 dinosaures, ou 2 autres bestioles, pas forcément des dinos, qui ne se sont jamais rencontrés pour savoir qui va gagner, c'est comme Stan Lee. Vous voulez voir gagner Hulk face à la chose, vous ferez gagner Hulk face à la chose. Si vous voulez faire gagner Goku contre Superman, vous ferez gagner Superman. Cette dédicace était pour Moss. Mais de toute façon, One Punch Man reste le meilleur. Donc du coup, le combat T-Rex et Spinosaure, c'est délicat à savoir. Mais si on réfléchit à ce qu'on sait actuellement, des connaissances qu'on a actuellement sur les 2 dinosaures, et si on se concentre sur les caractères qui fait qu'un prédateur est un bon prédateur, le T-Rex devrait l'emporter largement. Je m'explique. Si on se concentre sur la mâchoire, le T-Rex l'emporte haut la main. La mâchoire est grande et courte, et raccourcie, plutôt raccourcie quand même, avec des zones d'insertion musculaire énormes, donc une force de pression occlusale colossale. Les dents sont grandes, courbées, coniques, crénelées. Et quant au Spinosaure, la mâchoire, elle est longue et fine. Les zones d'insertion musculaire sont moins importantes, donc une force de pression occlusale moins importante, répartie sur une plus grande longueur en plus. CF, la paire de ciseaux que je vous ai faite dans l'épisode 2. Et les dents sont également coniques, crénelées et courbées, mais toutes petites. Ce qui fait que le T-Rex a largement l'avantage sur ce critère-là, en termes de taille de mâchoire, force de pression occlusale et la taille des dents. Rien que sur ça, le T-Rex est meilleur prédateur qu'un Spinosaure. Sur la taille générale maintenant de l'animal, le T-Rex est plus petit qu'un Spinosaure, c'est vrai. Il est moins long, et peut-être un petit peu moins haut. Le Spinosaure est plus svelte et tient a priori mieux sur ses appuis, surtout si on le représente sous forme quadrupède. La voilure par contre du Spinosaure pourrait être un point faible et le gêner dans certaines postures et compagnie. Mais ça franchement, sur le Spinosaure, ce n'est que pure supposition, Je m'appuie sur rien du tout. Mais disons, allez, maximum 1 point pour le Spinosaure. Donc le T-Rex, je pense, aurait largement l'avantage sur le Spinosaure. En plus, dans Jurassic Park 3, le T-Rex commence par mordre le Spinosaure au niveau du cou. Il aurait dû lui briser des vertèbres, voire carrément lui trancher la jugulaire. Ça aurait dû donc gravement blesser, voire carrément tuer le Spinosaure. Et la suite du combat n'aurait pas dû avoir lieu. Il y a 2 Spinosaures dans le film, d'où l'absence de blessure. Non. Désolé, il n'y en a qu'un seul.
Vous ne pouvez pas rendre un faux raccord crédible par ce genre d'informations. Sinon, Michel et Michel ont vraiment du souci à se faire. Ah, le personnage n'a plus la même posture et tout. Bah c'est normal, c'est pas le même, c'est un clone. C'est facile comme excuse. Puis dans ce cas, partons du fait que cette théorie est juste. Donc, vous justifiez chaque blessure du Spinosaure par un changement de dinosaure. Ok, donc dans la scène de combat face au T-Rex, le Spinosaure a été mordu par le T-Rex. On voit du sang dans cette scène. Et dans le plan suivant, on voit même plus de sang. Il y a même donc un troisième Spinosaure qui a switché avec le deuxième en un changement de séquence. Vous voyez à quel point ça peut être ridicule pour cette scène ? Eh ben ça l'est tout aussi pour la première. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point ce genre de théorie est énormément tiré par les cheveux et ne tient pas la route. Vous ne pouvez pas faire une exception au début du film et ne pas continuer par la suite. Alors il y a soi-disant des sources officielles dans Jurassic World, mais personnellement je ne pense pas que Jurassic World doit vraiment justifier toutes les incohérences de Jurassic Park 3. En l'occurrence ici un faux raccord, ici pour justifier une absence de blessure. C'est pathétique. C'est limite si le film n'a pas un petit panneau pour dire une petite pièce pour manger s'il vous plaît. C'est ridicule. Et normalement, dans l'univers de Jurassic Park 3, Jurassic World n'existe pas. Je vous le rappelle. Et selon moi, la seule preuve pouvant confirmer qu'il y a bien deux individus différents serait une interview officielle du réal ou des scénaristes de Jurassic Park 3 datant d'avant l'annonce de sortie de Jurassic World. Mais bon, soulever le problème à un réal ou un scénariste qu'il y a un petit problème dans son film, il justifiera comme il pourra. Parce qu'en aucun cas, il dira qu'il a fait une boulette. Après, évidemment, je vois le mal partout, hein, évidemment. Alors, certains m'ont également signalé que dans tel ou tel livre officiel de Jurassic Park 3 et compagnie, il y a bien écrit qu'il y a deux Spinosaures. Et à vous, je vous réponds, j'attends toujours vos sources déjà, sur Facebook, sur mon adresse mail. Et en plus, méfiez-vous. Alors, je voulais le garder pour l'épisode 12. Rien que sur la jaquette de la VHS ou la jaquette du DVD, qui a donc été retravaillée par la suite, il y a des erreurs de compréhension scénaristique au dos de cette jaquette. Dans le résumé du film, ils disent que Eric a 14 ans, alors que non, dans l'histoire, il a 12 ans, et qu'il a disparu quelques jours plus tôt. Alors c'est vrai que 8 semaines, c'est quelques jours, hein, 2 mois environ. Donc méfiez-vous de ce qu'on peut vous dire. Il y a des erreurs de traduction qui peuvent survenir, des erreurs de compréhension qui peuvent survenir. Souvenez-vous de l'interview de Colin Trevorrow qui a été traduite par un journaliste français, qui a été mal traduite, qui disait comme quoi Colin Trevorrow ignorait volontairement le monde perdu et Jurassic Park 3, alors que c'est pas ce qu'il a dit en anglais. Comment expliquer l'absence de blessure alors, si ce n'est bien qu'il y a deux individus ? C'est le principe d'un faux raccord en fait. Je vous lis la définition. Un faux raccord est une erreur dans la conception d'un film. C'est un manque de cohérence entre deux plans d'une même scène. Exemple ici, le Spinosaure a été violemment touché par l'avion. Il a donc été blessé, on voit du sang. Et le plan suivant, il en a plus. C'est un faux raccord, c'est tout. Sinon, autant faire les choses pour tout le monde, comme le dit si bien Ramosaï dans son commentaire. Il y a deux Billy Brennan, c'est évident. Il n'a pas pu survivre dans le fleuve avec un pteranodon de 3 mètres d'envergure qui lui fera casser le crâne comme un œuf à la coque avec des dents acérées. Vous trouvez ça ridicule pour Billy Brennan ? Mais c'est là le raisonnement pour les deux Spinosaures. C'est la même chose. Le sang sur l'avion est celui de Cooper, ou c'est le kérosène du moteur. Cooper, c'est pas possible. J'ai tourné la chose dans tous les sens du terme, j'ai même fait des mises en situation. J'ai pas compris comment le sang de Cooper qui est présent dans la bouche de l'animal peut se retrouver sur le devant de l'avion, qui touche l'arrière-train de l'animal. L'avion arrive là, pouf, il arrive ici, percute le flanc ici, dit Cooper, le sang, splaf, je vois pas, je vois pas comment faire. Pour le carburant, c'était une possibilité. Vous allez comprendre pourquoi je parle au passé. En tout cas, carburant ou sang de Spino, il faut impérativement que le Spino soit touché par l'avion, que l'avion touche le Spino. Non, je précise parce que certains d'entre vous dans les commentaires m'ont dit que l'avion n'avait pas touché le Spinosaure. D'accord, donc si l'avion ne touche pas le Spinosaure, pourquoi l'avion s'écrase ? Il y a un truc qui va pas. Et personnellement, depuis que je l'ai vu au cinéma en 2001, j'ai toujours vu du sang dans cette scène. Surtout quand une hélice d'avion tournant à plein régime percute un animal. Il y a du sang qui gicle un petit peu partout. Et pour moi, le sang du Spinosaure, ça reste crédible. Et désolé, mais selon le script officiel de Jurassic Park 3 qui a été mis en ligne, il s'agit bien là du sang de Spinosaure. Je vous fais la lecture. Scène 36, intérieur du cockpit, continue, jour. En regardant à travers le pare-brise, nous voyons que la créature est directement dans le chemin de l'avion. Nash tire sur le manche, l'avion décolle, l'hélice gauche percute le flanc de l'énorme dinosaure cassant la lame. Du sang gicle sur le pare-brise et les vitres latérales. C'est du sang du Spinosaure. Que le pteranodon ait des dents, c'est normal, ce ne sont pas des vrais pteranodons. Oui, tout à fait, c'est vrai, les dinosaures et autres bestioles de l'île
ne sont pas de vrais dinosaures. L'ADN des dinosaures et des autres bestioles de l'île a été récupéré dans des moustiques conservés dans de l'ambre, sauf qu'il y a des trous dans les séquences. Les généticiens de Jurassic Park ont donc comblé ces trous avec de l'ADN de grenouille, ce qui n'en fait pas de vrais dinosaures en soi, effectivement. Cependant, l'ADN de grenouille est juste là pour justifier le changement de sexe des dinosaures et rendre donc pérennes les bestioles ramenées à la vie. En aucun cas vous verrez un Triceratops bondir comme une grenouille, ou un brachiosaure pondre ses œufs sans coquille dans l'eau. Vous voyez où je veux en venir? Les dinosaures et autres créatures de l'île sont tout de même très fidèles à la réalité, et dans le contexte du début des années 90. En aucun cas, vous pouvez justifier une erreur aussi aberrante chez le ptéranodon. Sinon, on tend à aller jusqu'au bout. Et les raptors sont plus grands. Normal, ADN de grenouille, c'est pas des vrais raptors. Mais la grenouille c'est plus petit. Ah, mais c'est pas à moi qu'il faut le dire. Eh mais les poignets des dinosaures théropodes ont l'air cassés. Normal, ADN de grenouille. Et c'est quoi le rapport? Aucun. C'est ridicule, avouez. Alors je ne sais pas si c'est Jack Horner, le conseiller scientifique du film, qui leur a dit n'importe quoi, ou s'il leur a dit que les ptéranodons n'avaient pas de dents et que les maquettistes en ont fait qu'à leur tête, ou alors que les maquettistes ont commencé sur le modèle du ptérodactyle, parce que le ptérodactyle et le ptéranodon sont facilement confondus, et qu'après il était trop tard pour faire machine arrière, ou alors ils l'ont fait exprès. J'en sais rien, mais en tout cas, l'erreur, aussi dégueulasse soit-elle, reste injustifiable. Une chose qui me choque beaucoup avec le spinosaure, c'est qu'il arrive à défoncer une clôture en béton et fil d'acier, pourtant il n'arrive pas à détruire une porte bloquée par des loquets. Et je rajouterai également le coup de la barrière d'arbres qui aurait dû céder aussi. C'est vrai que les arbres, il aurait dû les défoncer. Il est en pleine course, et les arbres sont pas entretenus. Ils auraient vraiment dû tomber. La barrière faite de béton et d'acier, c'est du béton et de l'acier. Que ce soit entretenu ou pas, je pense que ça doit quand même faire très mal. D'autant plus qu'on regarde la scène au ralenti, et on constate que la barrière de Pico tout en haut saute avant que la voilure du Spino y touche. D'ailleurs, si la voilure du Spino y aurait touché, je pense que la voilure aurait carrément pété. Et enfin, la porte de la volière qui reste telle qu'elle, alors qu'elle n'est pas entretenue non plus, et que le spinosaure est en pleine course. Dans tous les cas, soit vous faites que le spinosaure défonce tout à chaque fois, soit vous faites qu'il défonce rien. Mais, à l'instar de Jurassic Park, il faut dire l'excuse scénario. Si le spinosaure avait défoncé les arbres, il aurait certainement bouffé les humains, et les humains ne seraient jamais tombés nez à nez face au T-Rex. Si le spinosaure n'avait pas défoncé la barrière faite de béton et d'acier, les humains ne se seraient jamais réfugiés dans la volière. Et enfin, si le spinosaure avait défoncé la porte de la volière, il n'y aurait plus d'humains non plus. Alors c'est pas logique comme enchaînement, mais d'un point de vue scénario, ça reste justifié. Pourquoi il n'y a pas de spinosaure dans le monde perdu, alors que l'histoire se passe sur la même île? Pareil également pour les 3 tyrannosaures présents dans le monde perdu qu'on ne voit pas dans Jurassic Park 3. Là par contre il faut regarder un petit peu tout l'univers qu'il y a tout autour. J'ai vu des cartes, des fan art, je crois que c'est des fan art, qui montrent un petit peu le trajet, le parcours de chacun des groupes dans le monde perdu et dans Jurassic Park 3. Et a priori les deux ne se chevauchent pas. Isla Sorna en plus c'est la plus grande de toutes les îles je crois, et donc forcément il y a une grosse superficie. Si vous jouez à Lego Jurassic World le jeu, vous avez déjà constaté que les deux histoires ne se passent pas sur le même endroit de l'île. Autre chose également, si le spinosaure se balade pas dans toute l'île, c'est pour la simple et bonne raison que Hammond le dit bien au début du monde perdu, que les carnivores sont férocement territoriaux. Et du coup, c'est normal qu'on ne voit pas le spinosaure. Autre chose aussi, c'est que Jurassic Park 3 n'était pas prévu lors de la création du monde perdu. Le petit vol de l'avion dans les arbres sans plus de dégâts et le fait que les humains n'entendent pas le spino arriver. Alors le fait que l'avion n'ait pas beaucoup de dégâts, ça se justifie également par scénario. Si l'avion est trop abîmé et que les humains sont en mauvais état à l'intérieur ou quoi que ce soit, trop blessés et compagnie, il y a peu d'histoire. Et ensuite, lorsque l'avion est encore dans l'arbre et qu'on n'entend pas le spinosaure arriver, effectivement, c'est une erreur que je n'ai pas relevée, donc merci à toi de l'avoir relevée. Effectivement, on devrait entendre le spinosaure arriver. C'est un gros dinosaure, on entend des boum boum comme le T-Rex, et là on l'entend pas. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tiens à dire aussi que je referai certainement une vidéo annexe à la critique pour les côtés humains, parce que je vois déjà quelques commentaires qui traînent sur Alan Grant qui méritent quelques précisions, donc je le ferai certainement pour les humains aussi, entre l'épisode 11 et l'épisode 12. Avant de quitter définitivement cette vidéo, je vous promets que je vous fous la paix après. Je ne ferai pas de vidéo sur une critique de Jurassic World Fallen Kingdom, je vais déjà attendre les DVD pour ça, pour vraiment bien regarder X fois le film. Ensuite, que ce soit un avis positif, que ce soit un avis négatif ou un avis mitigé, je pense que je vais m'en prendre plein la gueule. Ce que je peux vous proposer à la limite, c'est de faire un live dessus, pour en discuter de vive voix avec vous, comme ça, ça vous permettra de faire un meilleur échange avec vous, la communauté, c'est à voir ce que vous avez ressenti exactement du film. Ce live sera certainement rediffusé, évidemment. Et ce live, quand est-ce que je vais le faire? Je ne sais pas. Je l'annoncerai sur Facebook, déjà de base, et sur Discord. Si vous n'avez pas rejoint le serveur, vous avez un lien en description. Et si jamais le lien ne fonctionne plus,
vous me le redemandez dans les commentaires, je vous le redonnerai. Autre chose aussi, je ne ferai pas non plus de critiques sur Jurassic World Evolution ni d'autres jeux vidéo sur les dinosaures qui sortent récemment, pour la simple et bonne raison que mon ordinateur n'est pas assez puissant pour les faire tourner et parce que je n'ai pas les sous. Voilà. Sur ce, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis donc à la prochaine, que l'évolution soit avec vous.